après, je crois que c'est... Non, c'est pas le... Ça doit être une bande-annonce. Donc ça doit être... Ouais, c'est le gros... Je suis né constructeur. Imposer à la matière des formes nées de mon imagination est pour moi un besoin impérieux et une source de joie inépuisable. Eugène Fressinet, l'extraordinaire aventure de la précontrainte. Oh, voilà. Ça te voit trop tôt, hein? Oh, ça faisait longtemps que j'attendais qu'on me sorte de là. Comment tu t'appelles, toi? Moi, je m'appelle Eugène. Mais toi, qui es-tu? Eugène! Oh, quelle coïncidence! Moi, je m'appelle Doc, et je suis l'âme de ce livre. Maintenant, si tu veux connaître l'histoire passionnante d'un autre Eugène, Eugène Fressinet, un grand constructeur, tu l'as qu'à me suivre. Bon, t'as bien 10 minutes devant toi. Allez! Dans cette histoire, il va être beaucoup question d'un domaine mal connu du public, celui du béton. Eugène était un très grand constructeur d'ouvrages en béton, tout comme Gustave Eiffel l'a été avec les ouvrages en acier. Mais Eugène Fressinet a surtout fait une découverte importante qui a révolutionné la manière de construire en béton. Cette découverte, c'est la précontrainte. Mais ça n'a pas été de tout repos. Suis-moi. Pour que tu comprennes bien l'importance de cette découverte, nous allons faire un rapide retour dans le passé. Le passé. Les constructeurs ont depuis toujours les mêmes problèmes à résoudre, les charges et la résistance à ces charges. Tu vois cette magnifique porte? On l'appelle la porte des lions, à cause de ce bas-relief qui se trouve sur la pierre triangulaire au-dessus du linteau central. Mais cette grosse pierre, plus légère que les autres, a une autre fonction. Les anciens avaient observé que si on mettait des pierres trop lourdes au-dessus d'un linteau, celui-ci cassait. La première réponse au phénomène du linteau qui casse, c'est le triangle de décharge. Le linteau ne casse plus parce que les charges sont détournées par le triangle vers les extrémités du linteau. Tu me suis? Du triangle de décharge, on passe logiquement à la voûte une ou deux générations plus tard. Imagine, on retire le triangle de décharge. Tout s'écroule évidemment. Pour éviter l'écroulement, on place une pierre lourde qui coince le tout. Miracle, l'ensemble tient. Les efforts de charge sont renvoyés sur les montants. La voûte est née. C'est une autre réponse au problème du linteau qui casse. Mais bien plus décisive, parce que les portées ne sont plus limitées par la taille naturelle des linteaux de pierre. Cette découverte va révolutionner la construction. Grâce à la voûte, l'humanité va construire le pont du Gard, Notre-Dame de Paris, la coupole de Saint-Pierre à Rome, etc. Bien après, au XVIIIe siècle, apparaît la construction en métal qui permet vite de réaliser de très grandes portées, impossibles à réaliser avec la pierre. Mais le fer et l'acier sont encore à l'époque des matériaux chers. Cela limite le nombre et l'importance des constructions métalliques. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour qu'apparaisse un autre matériau bien moins coûteux, le béton. C'est à ce moment de l'histoire que naît Eugène. En 1879, très exactement, 4 ans après la construction du premier pont en béton armé. Eugène naît à Objat, en Corrèze. Ses parents possèdent une ferme et un moulin. Le grand plaisir d'Eugène est de regarder et d'aider les artisans qui y travaillent.
C'est là que naît sa vocation. À 20 ans, il est déjà un artisan complet. Forgeron, menuisier, charpentier, etc. Plus tard, même après ses diplômes de Polytechnique et des ponts et chaussées, Eugène se considérera toujours comme un artisan paysan. Cette double formation, à la fois théorique et pratique, scientifique et artisanale, a profondément marqué la manière de penser d'Eugène. Je crois qu'elle l'a doté d'un bon sens remarquable. C'est peut-être à cause de ses origines paysannes que Freycinet s'intéressera tout de suite au béton plutôt qu'à l'acier. Le béton, c'est plus près de la terre, et puis, comme je te l'ai dit, c'était moins cher. Alors, qu'est-ce que c'est que ce béton armé auquel Eugène s'intéresse de si près depuis le début de ses études? Quand on applique une charge sur une poutre en béton, elle plie comme une branche. Il y a un double effort. Compression en haut de la poutre et traction en bas. Le béton résiste très très bien aux efforts de compression. Par contre, il résiste très très mal aux efforts de traction, encore plus mal que la pierre. L'idée du béton armé, c'est d'introduire dans le béton des armatures d'acier pour assurer des efforts de traction vers le bas de la poutre. Sous l'effet d'une forte charge, une poutre en béton se fissure à cet endroit, mais tient bon grâce à l'acier qui relaye le béton. C'est un paradoxe, mais quand on construit en béton armé, on prévoit et on anticipe les fissures du béton. Eugène ne sera jamais d'accord avec ce principe. Mêler le béton et l'acier lui semble un mariage contre nature. Très vite, il a la volonté de trouver un autre moyen d'utiliser le béton. Je ne cherchais pas à améliorer le béton armé, mais à lui substituer un principe de construction entièrement différent. À 25 ans après ses études, Eugène est nommé ingénieur d'arrondissement à Vichy. Il se distingue très vite en réalisant pour les communes avoisinantes des petits ponts en béton, 5 fois moins chers qu'à l'habitude. L'année suivante, à l'occasion d'un projet de 3 ponts sur l'Allier, il s'associe avec un entrepreneur important. Une fois achevé, le premier de ces ponts est sur le point de s'effondrer. Pour Eugène, il ne peut y avoir qu'une seule explication. Tout ce qui est admis et enseigné sur les déformations du béton est rigoureusement faux. Bravant les règlements, il modifie l'arc de son pont, ce qui réussit parfaitement. Ces 3 ponts lui valent la célébrité au sein de la profession. Eugène a alors 31 ans. Il n'a pas oublié l'accident qui a failli se produire. Il réfléchit aux moyens d'améliorer la construction en béton. Tout de suite après, c'est la guerre. L'acier manque, on a besoin de spécialistes du béton. Eugène bâtit des dizaines de ponts, de hangars, d'usines, et même de bateaux et d'affûts de canaux en béton. Au fil des projets, des chantiers, il acquiert une connaissance intime du matériau, observant, expérimentant sans cesse. Après la guerre, il construit et construit encore. Il obtient gloire et renommée en battant plusieurs records mondiaux de construction. Le plus long pont en béton en 1923, 131 mètres de portée. Puis en 1930, avec celui de Plougastel, 3 voûtes de 172 mètres de portée chacune. Il invente d'innombrables techniques de chantier, très utiles et pratiques. Certaines sont devenues classiques et l'auraient rendu millionnaire s'il les avait fait breveter. La vibration du béton pour le rendre plus fluide et plus résistant, les cintres mobiles. Dans toutes ces réalisations, que ce soit les ponts ou les bâtiments, le style d'Eugène est reconnaissable. Il construit en béton très peu armé. C'est le dessin des voûtes qui assure la portée et la stabilité des ouvrages. Pour Eugène, les formes des ouvrages dérivent avant tout de la fonction et des possibilités des matériaux. C'est pourquoi ces formes sont toujours pures et belles. Mais Eugène a une autre idée en tête depuis très longtemps. Cette idée, c'est la précontrainte du béton. En 1928, à l'apogée de sa notoriété et de sa fortune, il choisit de tout risquer pour s'y consacrer. Ah, on murmure que Freycinet est un vieux fou. Il a 48 ans. En 1928, je décidai de risquer tout ce que j'avais de fortune, de réputation et de force, pour faire de l'idée de la précontrainte une réalité industrielle. Alors, qu'est-ce qu'a inventé Eugène? En fait, comme pour toutes les idées importantes, le principe de la précontrainte est simple. Il s'agit d'appliquer, a priori, à un ouvrage, une force supérieure à celle auquel il pourrait être soumis.
Si je prends cette pile de livres, par exemple, et que je veux la déplacer sans la faire tomber, je dois serrer assez fort pour contrer la force de gravitation. Si je serre encore plus fort, je pourrais te tenir debout sur cette pile comme sur un pont. Ok? Appliqué à une poutre en béton, le principe est le suivant. On fait passer un câble dans le béton et on le tend le plus possible, en le bloquant aux deux extrémités de la poutre. Le béton se trouve ainsi comprimé proportionnellement à l'étirement du câble. Quels sont les avantages? Petit a, la poutre en béton précontraint, pour une même charge, est beaucoup plus résistante. Elle plie moins. Petit b, ces déformations sont réversibles. La poutre précontrainte reprend son état initial, contrairement à sa petite sœur en béton armé. Et la précontrainte rend au béton sa souplesse et en fait un matériau noble. Revenons en 1928. Fraissinet ne trouve qu'un seul industriel pour partager son aventure, un fabricant de poteaux électriques. C'est peut-être l'application la plus compliquée à mettre en œuvre pour la précontrainte, mais Eugène se met au travail. Un travail obscur et solitaire dans une vieille centrale électrique prêtée pour l'occasion. Au bout de 5 ans d'efforts intenses, le succès technique est total et l'échec commercial complet. La crise de 29 est passée par là, Eugène a maintenant 55 ans, l'avenir de la précontrainte semble voué à l'échec. Après 4 années des plus durs efforts, je me trouvais au bord de la ruine. Un miracle seul pouvait sauver mon œuvre et moi. Ce miracle eut lieu. Ce fut le sauvetage de la gare maritime du Havre. La gare maritime du Havre avait été construite pour accueillir en grande pompe le tout nouveau paquebot Normandie, orgueil du savoir-faire français. Peu avant l'inauguration, on s'aperçoit que le bâtiment s'enfonce de plusieurs centimètres par mois et se fissure. Personne ne sait comment arrêter les tassements. On va tout droit à la catastrophe. On contacte Fraissinet, qui propose une solution basée sur la précontrainte. Pour lui, comme pour la gare maritime, c'était quitte ou double. Note bien que dans ce projet, aucune technique antérieure n'était applicable. Il fallait tout créer et rapidement. En quelques semaines, la solution de Fraissinet réussit parfaitement à sauver le bâtiment. Victoire! La reconnaissance de la précontrainte était enfin acquise. De très nombreuses personnalités du monde de la construction vinrent visiter le chantier. Parmi elles, un grand entrepreneur de travaux publics, Edmé Campion, comprend l'importance de la découverte et s'associe avec Eugène. Ensemble, ils réaliseront les premiers ouvrages en béton précontraint, et notamment le pont de Luzancy sur la Marne, le premier des ponts modernes. Peut-être que le nom de Fraissinet serait entré dans la postérité dès 1937, si ce projet de tour de 700 mètres de haut avait vu le jour. Jusqu'à la fin de sa vie, Eugène se consacre surtout à la promotion de la précontrainte, qui va prendre un essor extraordinaire à travers le monde. Il n'existe aucun domaine de l'activité constructrice auquel l'idée de la précontrainte n'apporte des possibilités de solutions souvent imprévues. Aujourd'hui, la précontrainte est une technique dont architectes et ingénieurs se servent quotidiennement, mais avec des moyens beaucoup plus puissants que du temps de Fraissinet. Ses avantages sont nombreux. Primo, la précontrainte permet d'utiliser moins de béton et d'acier que le béton armé, et de réaliser des architectures beaucoup plus élancées. C'est pourquoi la plupart des grands ouvrages en béton utilisent la précontrainte. Regarde la Grande Arche de la Défense, par exemple. Sans la précontrainte, on n'aurait jamais pu réaliser une telle structure en béton. Deuxièmement, la précontrainte est également un moyen efficace et économique d'assembler des éléments préfabriqués en une structure monolithique. Regarde, la plupart des ponts de très longue portée sont construits de cette manière. Tertio. La précontrainte est aussi éminemment utile dans tous les cas où le béton doit être parfaitement étanche.
plateforme offshore, réservoir, canalisation, ouvrage nucléaire. En fait, le béton précontraint a permis l'essor de la préfabrication. Les poutrelles de pavillon, par exemple. Ça n'a l'air de rien, mais ce sont des éléments qui sont fabriqués en très grande quantité, de manière plus sûre et moins coûteuse, grâce à l'invention de Freycinet. L'idée de la précontrainte peut s'appliquer à d'autres matériaux que le béton. C'est grâce à des techniques dérivées que l'on peut concevoir et construire des ponts à haubans, comme le pont de Normandie. Oui, Eugène, la précontrainte, c'est l'héritage laissé par Freycinet aux ingénieurs du monde entier. Les concepteurs du futur découvriront encore de nouvelles applications. Bref, la précontrainte, c'est la liberté du constructeur. Le dernier projet de Freycinet, qui le réveillait souvent la nuit, c'était de construire un pont sur la Manche. Eugène nous a quittés en 1962. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Ne trouves-tu pas injuste que personne ne la connaisse? Je compte sur toi. Moi, j'ai fait mon boulot. Et je disparais. Oh, jusqu'à la prochaine fois. Salut Eugène. Le docteur savait bien. J'arrive, maman. Je lisais un truc incroyable. La vie d'Eugène Freycinet. Je vous engage à lire le texte qui apparaît. Attends. Concentrez-vous 2 minutes là-dessus. Convaincu que c'était un grand ingénieur. Maintenant, quand on vous posera la question qui est Eugène Freycinet, vous saurez. Alors, depuis donc, il a créé en 50 ans une entreprise qui s'appelle la STUP. C'est assez curieux, la société d'utilisation de la précontrainte, la STUP, qui est une grande entreprise qui est développée dans le monde entier, qui s'appelle maintenant l'entreprise Freycinet. Vous avez peut-être entendu parler. L'entreprise Freycinet, qui est l'entreprise française la plus technique, la plus technologique, qui fait de la précontrainte, qui fait des haubans, qui fait plein d'ouvrages de réparation et qui est de loin la plus... Enfin, je me redis, mais l'entreprise la plus technique en France et dans le monde, parce qu'ils sont présents partout. Ils ont été rachetés il y a quelques années par Vinci, maintenant ça fait partie du groupe Vinci. Donc si vous voulez rentrer dans une entreprise technique, faire des gros chantiers au bout du monde, envoyez le CV chez Freycinet. N'hésitez pas. Voilà. C'est bon, des questions sur Eugène? Moi, je retiendrai juste que par amour du boulot, vous ne serez plus jamais fatigué. Voilà. Par exemple. Donc, ce n'est plus une excuse. Bon, c'est bon, on continue? Des questions? Je continue. Donc, un petit exposé, puis après, je vous promets, on fait une pause à mi-parcours, à mi-temps. Alors là, je vais aller assez vite. Je vais aller assez vite parce qu'après, tout le détail de ces normes, vous les aurez peut-être dans les cours que vous aurez cette année. J'ai essayé de balayer l'ensemble du concept du contexte normatif qui s'applique au ciment et du béton. Bon, savoir que quand vous allez être déjà à l'école, les cours que vous allez suivre, et après quand vous serez sur le chantier, vous allez baigner dans un monde de normes. Aujourd'hui, tout est normalisé, tout fait l'objet de normes. Normes sur les matériaux, normes sur l'exécution, il y a tout un tas de normes. Et tous ces textes, on ne les écrit pas pour le plaisir, on les écrit pour deux choses bien particulières. Faire des bétons de qualité, de plus en plus de qualité, meilleure performance, meilleure régularité, etc. Et puis pour faire des ouvrages le plus durables possible,
Il y a 20 ou 30 ans, quand on faisait un bâtiment comme ceci, on ne se posait pas la question pour combien de temps je le construis. Personne ne se posait la question, on le construisait, par habitude. Maintenant, on est obligé de dire, ce bâtiment, je le construis pour 50, pour 60, pour 100 ans, et c'est le maître d'ouvrage qui décide, quoi. Et donc, les normes servent, entre autres, à faire ce genre de choses. Voilà, une norme, qu'est-ce que c'est? C'est un document sur lequel tout le monde se met d'accord. C'est un document consensuel. Bon, par exemple, on fait une norme sur les ciments, ce n'est pas les cimentiers qui disent, je vais créer une norme. Les cimentiers français, ils disent à l'AFNOR, c'est l'AFNOR qui gère les normes en France, on voudrait faire une norme sur les ciments. Donc l'AFNOR, dans ce cas-là, fait un groupe de travail dans lequel il y a les cimentiers, il y a les universitaires, des enseignants de l'éducation nationale, il y a des entreprises de la FFB, des bâtiments, des TP, il y a l'EDF, il y a tout un tas d'agents qui sont là. Et tous ces gens autour de la table, ils se disent, voilà ce qu'il faut écrire dans ce document pour que tout le monde sache que quand j'ouvre la norme ciment, je lis la norme ciment, tout le monde comprenne. Okay? Et donc cette norme, pour écrire ce texte, ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, selon l'intérêt de la norme et la difficulté de se mettre d'accord. L'avantage de cette norme, c'est qu'une fois qu'elle est écrite par l'AFNOR, éditée, c'est que quand, par exemple, la norme ciment, c'est la norme 1997-1, NFEN 1997-1, ben, tout le monde sait que c'est la norme de référence pour le ciment, tout le monde a référence au même texte. C'est ça l'objet d'une norme. Voilà. Une norme, c'est pour éviter, par exemple, ce genre de schéma. On est dans un département, on suppose que quelqu'un applique une norme, et puis le département d'à côté, on appliquerait une autre norme, ben voilà la frontière, ce que ça pourrait donner. Les normes, ça sert à ça, pour éviter ce genre de problème. Donc ça, c'est quand on était à l'échelon de la France. Maintenant, les normes, elles sont à l'échelon de l'Europe. Donc tout est européen. Nos grands politiciens, il y a 20 ou 30 ans, ils ont décidé, il y a 40 ans même, ils ont décidé libre circulation des hommes dans l'Europe. Et puis après, il y a 30 ans, ils ont dit, bon, maintenant, libre circulation des produits. Libre circulation des produits, ça veut dire qu'un produit qu'on fabrique en France, il peut circuler dans toute l'Europe. Il peut être utilisé dans tous les pays d'Europe. Et pour faire ça, il faut que dans tous les pays d'Europe, on ait la même norme. Donc, ils ont chargé un organisme que vous connaissez peut-être, enfin, l'organisme européen, le comité de normalisation européenne, le CEN, CEN, qui est un organisme qui fait les normes à l'échelon européen. Alors, pour écrire une norme européenne, comment ça se passe? Autour de la table, vous avez 27 personnes qui représentent les 27 pays européens, et il y a 15 ou 16 langues en Europe. Donc, vous imaginez déjà la difficulté pour se comprendre. En France, si par exemple on fait une norme européenne sur les ciments, en France on envoie un interlocuteur qui représente la position française. Donc en France on se met autour d'une table, on crée une commission française qui définit la position française. Et puis le français il va défendre la position française auprès de ses homologues européens. Et puis chacun défend ses positions. Et puis donc ils écrivent un texte au bout de après pas mal de temps. Vous verrez tout à l'heure que sur un truc très simple, on n'a jamais réussi à se mettre d'accord. Donc ils écrivent un texte de norme européen. Ce texte il est écrit en anglais. La langue officielle de la normalisation, on a perdu ça, avant c'était le français, maintenant c'est l'anglais. Et donc le texte, il a un numéro, toutes les normes ont un numéro, il s'appelle EN, norme européenne, EN avec un numéro. Ce texte il est en anglais. Une fois qu'il a été validé par la Commission européenne, par le CEN, il est envoyé en France, et dans ce cas-là, la France doit l'appliquer. Dans ce cas-là, en France, les gens qui s'occupent de normalisation, ils le traduisent en français, et ça devient un NFEN. Mais comme en France, sur le ciment, en particulier le béton, on est beaucoup plus exigeant que l'ensemble de l'Europe, on a le droit de rajouter ce qu'on appelle une annexe nationale. Et donc dans un document spécifiquement français, on en rajoute. On rajoute beaucoup de choses. On verra tout à l'heure comment ça se concrétise. Voilà comment on fait les normes en Europe. Et donc ce qui veut dire que pour faire certaines normes, ça peut prendre 20 ans avant que les gens se mettent d'accord autour de la table. Ok? Voilà. Ça c'est pour vous expliquer une notion hyper importante auquel vous serez confrontés sur le chantier. C'est la distinction entre marquage CE et marque NF. Alors, vous connaissez ces éléments. Marquage CE, vous avez entendu parler? Marque NF, vous connaissez? Non? Est-ce que quelqu'un peut essayer de m'expliquer quelle est la différence entre ces deux notions? Lancez-vous. Marquage CE. Il y en a un qui se lance. C'est fondamental dans les méthodes de construction, hein, la distinction entre les deux. Marquage CE. Alors, CE c'est européen, NF c'est français, ça t'a bon, mais le reste est faux. La qualité c'est quoi? La qualité, c'est quel sigle, la qualité? NF, c'est la qualité. Ah ouais, comme c'est flou dans votre tête, et pourtant, dans la vie courante, vous achetez des jouets qui ont le marquage chez eux, vous achetez des trucs marqués NF sans savoir. Alors, la distinction est très claire. L'Europe dit un produit qui est fabriqué, mais c'est vrai pour tous les produits, pas que les produits de construction, s'il est fabriqué dans une usine, pour pouvoir s'appuyer dans l'Europe, il faut qu'il ait un tampon, et ce tampon s'appelle le marquage chez eux. C'est obligatoire. Obligatoire. Il y a une norme qui définit ce produit. La norme dit pour que ce produit soit conforme, il faut vérifier le fabricant vérifie,
Et puis si c'est bon, il met le marquage CE, ce produit peut circuler dans toute l'Europe. Ok, obligatoire. Donc tu avais raison en disant Europe, c'est eux, hein, mais c'est obligatoire. Et ça, tous les produits qui sont fabriqués quelque part, qui ont le marquage CE, ils peuvent circuler. Marquage CE, ça ne veut pas dire par contre fabriqué en Europe. Un Chinois, il peut fabriquer en Chine un produit conforme à la norme européenne, il met le marquage CE, il arrive dans un port à Marseille, et son produit va dans toute l'Europe. Hein, marquage CE, ça veut dire conforme à la norme européenne. Et c'est obligatoire. Si sur un de vos chantiers, vous voyez un produit qui n'a pas le marquage CE, il n'a pas le droit d'être là, il est hors la loi. Il est hors la loi, il n'a pas d'être sur le chantier. Et si vous le mettez en œuvre, que l'ouvrage s'écroule, vous serez responsable. Okay, donc attention à ça sur les chantiers. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Il y a actuellement sur certains chantiers en France des produits qui arrivent qui n'ont pas le marquage CE. Parce que le gars qui les vend à côté, il ne fait pas attention à tout ça, ou il fait exprès de vous vendre des produits qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas le marquage CE. Donc ayez bien ça en tête, marquage CE obligatoire. Ensuite, dans chaque pays, si un industriel veut faire mieux que le marquage CE, il peut faire de la qualité. Et ça, en France, ça s'appelle la marque NF. Donc là, en l'occurrence, il demande à l'AFNOR de faire ce qu'on appelle un référentiel. Donc l'AFNOR réfléchit et dit, pour qu'il y ait la marque NF, voilà ce qu'il faut faire en plus. Et donc après, l'industriel, il dit, je fais ça en plus, et j'ai la marque NF. Vous voyez la différence? Marquage CE obligatoire, ça doit arriver sur un chantier. Sur un chantier, si vous voulez un produit de meilleure qualité, vous prenez un produit, marquage CE obligatoire, plus marque NF. Okay? Pour les ciments, par exemple, pour avoir un ciment qui a la marque NF, il faut faire 2 fois plus d'essais. 2 fois plus d'essais pour justifier qu'il est conforme à la marque NF. Et en fait, ce qui est important, c'est les exigences. Si dans une marque, un marquage CE, par exemple, pour simplifier, la valeur elle peut être comprise entre 80 et 120, dans la marque NF, on impose qu'elle soit comprise entre 90 et 110. Donc on a des produits beaucoup plus réguliers, donc de meilleure qualité. Ok là-dessus? Et puis attention, lorsque vous serez sur les chantiers, qu'il y a des commerciaux qui viennent vous vendre des produits qui racontent n'importe quoi sur le sujet, qui vous disent que le marquage CE, c'est mieux que la marque NF, c'est fini. Maintenant vous savez bien, le marquage CE c'est obligatoire. Le gars, s'il l'a pas, vous l'envoyez balader. Et puis s'il a la marque NF, c'est mieux, ça sera plus cher, mais vous aurez sûrement un intérêt. Ok? Ok là-dessus? Et il y a un produit de base de la construction dont on vous parle depuis tout à l'heure qui n'a pas le marquage CE. Est-ce que vous avez une idée? Un produit qui n'a pas le marquage CE. Produit de base de la construction dont je parle depuis tout à l'heure. Le béton. Le béton, il n'a pas le marquage CE, pourquoi? Parce que quand Agnès vous vend du béton, il est frais. Quand l'entreprise le met en œuvre, il durcit. Et donc c'est un produit qui n'est pas fini. Et donc on ne peut pas mettre un marquage CE, enfin on peut pas mettre un tampon, que ce produit il sera conforme à ce qui viendra après. Quoi. Vous voyez la différence? Contrairement à une armature, contrairement à un bloc, quelque chose qui est fait dans une usine. Donc le béton n'a pas le marquage CE, c'est le seul produit, parce qu'il se transforme. Et la transformation, c'est l'entreprise qui le transforme. Donc on ne peut pas avoir de marquage CE. Ok, sur ces notions? Donc des normes, il y en a sur les produits, il y en a sur les matériaux, il y en a sur les essais, il y en a sur la conception. Vous allez entendre parler d'Eurocode, vous allez apprendre le dimensionnement des Eurocodes. Il y en a sur la mise en œuvre, il y en a sur l'organisation, il y en a sur toutes sortes. Alors ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En France, vous êtes sur un chantier français, vous utilisez une norme française qui est composée de la norme européenne, traduite en français, dans lequel on a rajouté une annexe nationale. Et vous verrez tout à l'heure sur la norme béton l'incidence de l'annexe française qui est hyper détaillée. Parce qu'on est beaucoup plus exigeant en France, parce qu'on est les meilleurs en béton et en ciment en France du monde entier. Marque CE, marque NF, tout ça vous savez. Une autre notion hyper importante qui est arrivée il y a 15 ans, hein, je vous disais, il y a 15 ans, on construisait dans n'importe coin en France de la même manière sans se soucier des agressions que va subir le béton. Alors est-ce que vous savez ce qui se passe s'il y a du sel à proximité du béton, du sel marin au bord de la mer? Une fois qu'il a pris, il y a du sel, qu'est-ce qui se passe? Ça attaque quoi? Pas le béton. Les aciers. Hein, si vous avez du sel au bord du béton, il va rentrer dans le béton, il va arriver au niveau de l'armature au bout de 10-20 ans, et puis il va faire bouillir l'armature. Okay, il y a un autre, alors vous aurez peut-être des cours de pathologie, s'il y a du CO2, vous savez ce que c'est le CO2, dioxyde de carbone dont on parle beaucoup, là, qui crée des gaz à effet de serre, il y en a toujours dans la nature. Et s'il rentre dans le béton, il attaque le béton aussi. Et ensuite, il va faire corroder l'armature. Et donc l'idée, lorsqu'on fait un chantier maintenant, un ouvrage, et ça sera de votre responsabilité, c'est que si vous êtes au bord de la mer, vous ne ferez pas le même béton que si vous êtes à Paris, et que si vous êtes par exemple à la montagne, le béton il risque de geler, ça ne sera pas le même béton. Et que si vous êtes dans un endroit où il y a du CO2, beaucoup de CO2, ben vous ne ferez pas le même béton, et donc pas le même ouvrage, que s'il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez ces notions. Et ces notions sont nouvelles, elles sont apparues il y a 15 ans dans la normalisation. Alors comment ça se traduit? Pour tout béton,
tout béton à l'extérieur, à part un mur qui est à l'intérieur, tout béton qui est à l'extérieur est soumis à du CO2, ce fameux dioxyde de carbone. Mais si le béton est humide en permanence, le CO2, pour simplifier, il a du mal à rentrer, parce que les trous ils sont bouchés par l'eau. Si c'est sec en permanence, il a du mal à rentrer parce que l'eau ne le pousse pas. Et ce qui est le plus compliqué pour un béton, c'est que lorsqu'il est alternance humidité-séchage, c'est par exemple un mur qui est à l'ouest, donc un coup il pleut, après ça sèche, il pleut et ça sèche, et donc le CO2 il rentre. Alors il rentre, il faut 50 ans pour que ça rentre, mais il rentre petit à petit, par pas successifs. Et donc vous comprenez bien que si mon béton il est là, eh ben, il n'a pas la même agression que s'il est là, donc on le classe d'une manière différente. Et donc ici, je lui mettrai un certain dosage en ciment. On verra tout à l'heure, Agnès vous expliquera le dosage en ciment qu'on peut mettre là. Et s'il est là, beaucoup plus agressif vis-à-vis du CO2, je mettrai plus de ciment. Hein, l'idée de la normalisation, c'est mettre pile le ciment qu'il faut, mettre parfaitement la formule de béton pour que mon ouvrage il résiste à toutes les agressions. Ok? Deuxième classe d'exposition, c'est s'il y a des sels qui sont autres que les chlorures marins. Donc on est par exemple dans un site industriel, on est dans une piscine, etc. On a des sites de la même manière, on est humidité modérée, alternance humidité-séchage, ou rarement sec. Je suis en XD1, le moins agressif, en XD2 ou en XD3. Troisième classe d'exposition, les classes de sel. J'ai un ouvrage, c'est le cas au Havre. Hein. Soit on est dans les terres à plus de 5 km, auquel cas on n'a pas cette agression, le sel il n'arrive pas à rentrer dans le béton. Soit on est entre 500 mètres et 5 km, et donc là, le sel il a du mal à rentrer, je suis en XS1, classe d'agressivité XS1. Soit je suis complètement dans l'eau. Là, quand on a du béton complètement dans l'eau, il résiste bien au sel, un peu mieux, parce que les pores sont bouchés par l'eau. Donc le sel il a du mal à rentrer. Donc je suis en XS1. Le pire pour un béton, c'est quand il est au bord de la mer, au bord de la mer, c'est tous les balcons qu'on voit dans les bâtiments, c'est les quais, etc. C'est les zones, ce qu'on appelle les zones de marnage. Vous avez alternativement la marée qui monte et qui descend. Et là, le sel, il rentre très facilement. Et donc là, on est en classe d'exposition très agressif pour le béton qu'on appelle XS3. Vous voyez toutes ces différences. Pourquoi on prend compte de tout ça? Ouais, c'est bon? Vous connaissiez ces notions de classe d'exposition? Plus ou moins ou plus précisément? Les étudiants du UT, oui, mais pas les autres. étudiants Bon. de licence. Vous commencez à comprendre la finalité de tout ça. Vous verrez tout à l'heure dans la norme comment ça se traduit. Autre notion, le gel. Partout il gèle, mais plus ou moins. Alors, on sait faire un béton qui résiste au gel. Hein. On sait faire des bétons qui résistent à moins 50, moins 60, 60, à tout ce que l'on veut, il suffit de le savoir. Et donc c'est la responsabilité du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre, ou de vous en tant qu'entreprise, de définir. Et donc si on est par exemple au Havre, on est en gel faible ou modéré, dans cette zone. Si on est à Chamonix ou dans les Pyrénées, on est en jaune sévère. Et puis si on est à côté d'une route dans laquelle des gens, les services de l'équipement utilisent du sel de verglaçage, le sel de déverglaçage projeté sur le béton, le sel il va attaquer les armatures. Et donc au Havre, si on a du sel de déverglaçage, je vais être en XF2. Et puis si je suis dans un bâtiment courant qui n'est pas soumis au sel de déverglaçage, je suis en XF1. Ok? De la même manière, je suis à la montagne, j'ai le sévère avec ou sans sel, donc je suis soit XF3, soit XF4. Et puis mon béton, il peut être en contact avec du sol et de l'eau. Alors si c'est un mur, c'est pas le cas, mais si c'est des fondations, il peut être en contact avec du sol ou de l'eau. Et ce sol ou cette eau souterraine, il peut avoir des éléments agressifs. Il peut avoir un pH faible, il peut avoir du SO4 de moins, il peut avoir un certain nombre d'agressions. Et donc mon béton, soit il est soumis à aucune agression, on est peinard, soit il est soumis à une faible agression, une agression modérée, une agression forte. Et on comprend bien que face à ces agressions, je vais mettre le même béton. Ok? Voilà. Et donc le principe, vous êtes sur un ouvrage. Alors ça c'est un exercice que je fais faire des fois dans les écoles. Je vous donne un pont ou je vous donne un bâtiment. Donc c'est un exercice à faire éventuellement. C'est le premier TD qui vous fait. C'est 1h30. Il faut choisir les classes d'exposition à partir d'un ouvrage ou d'un pont. Et vous êtes patron d'un chantier, vous devez commander le béton. Et le béton correspondant aux bonnes classes d'exposition en fonction de l'endroit où vous êtes. Donc il y en a qui ont un bâtiment au Havre, il y en a d'autres qui l'ont à Paris, il y en a d'autres qui l'ont à Chamonix. Et puis il faut choisir les bétons. Okay, c'est la notion la plus fondamentale parce que ça génère la durabilité du béton, parce qu'on choisit bien les agressions, donc on met le bon béton. Mais surtout, vous verrez tout à l'heure dans ce que va vous présenter Agnès, sur certaines formules, on peut mettre éventuellement 50 kg de ciment en plus. Donc vous imaginez le surcoût sur tout votre ouvrage. Et si vous êtes trompé, si vous mettez trop de ciment, ben vous aurez un béton qui est trop cher, et puis etc. Et un béton pas durable. Donc on se pose ces questions. Je prends en compte les conditions climatiques. Est-ce que je suis XF1, XF2, XF3, XF4? Je suis toujours en un des quatre. Je suis au bord de la mer ou pas, bah, si j'y suis pas, c'est réglé. Si j'y suis, je suis XS1, XS2 ou XS3. Carbonatation, j'ai toujours. Est-ce que je suis XSC1, XSC2, XSC3 ou XSC4? Diesel autre que les chlorures, éventuellement. Donc je peux être XD1, XD2, XD3. Et puis les agressions chimiques, si mon béton est en contact avec le sol, je peux être XA1, XA2 ou XA3. Donc un béton, il peut être soumis à deux classes.
ou 3, ou 4, ou 5. Okay. Chaque classe, vous verrez tout à l'heure, donne des spécifications sur le dosage en ciment, le type de ciment et la résistance du béton qu'il doit respecter. Et donc, comme un béton doit répondre à toutes les classes, il faut qu'il réponde au maxi des maxi, okay, ou au midi des midi. Donc, vous verrez tout à l'heure dans le tableau comment on travaille, on décline tout ça. Ok, pour cette notion, vous voyez, donc le but, c'est de mettre pile le ciment qu'il faut et le bon béton pour que mon ouvrage il résiste le temps qu'il faut. Voilà. Alors, à Sim Béton, on a écrit des documents qui simplifient tout ça, donc si vous allez sur le site, vous les aurez, mais après la comprendre, après l'exercice. Bon, les normes ciment, je vais balayer là, en un quart d'heure toutes les normes qui existent. La norme ciment, vous aurez sûrement des précisions sur cette norme ciment. C'est la norme NF EN 197-1, norme européenne puisqu'elle est EN, NF puisqu'elle est donc ensuite traduite en français, elle est NF-EN, elle définit 27 ciments courants, et la nouvelle version de la norme qui est sortie, parce que les normes, il faut savoir qu'on les met à jour régulièrement, et en particulier la norme ciment, on l'a mis à jour l'année dernière, et définit 7 ciments de plus, donc la norme définit 27 plus 7 ciments différents. Rapidement, je vais là, 5 familles de ciments, des CM1, des CM2, des CM3, des CM4, des CM5. CM1, c'est fait qu'avec du clinker. CM2, c'est du clinker dans lequel on rajoute soit du laitier, soit des cendres, soit des fumées de silice que je vous ai expliqué tout à l'heure. CM3, c'est du clinker mélangé avec du laitier de fourneau. CM4, c'est du clinker mélangé à des matériaux pozzolaniques. Et CM5, c'est un clinker mélangé avec 2 autres constituants. En France, il n'en existe pas. Donc voilà les 5 types de ciment. En plus, un ciment peut être à une certaine résistance. Si il a une résistance à court terme qu'on appelle ordinaire, il s'appelle N. Si une résistance à court terme élevée, il s'appelle R. Et une résistance faible à court terme, il s'appelle N. Ok? Voilà donc le tableau qui donne toutes les classes de résistance des ciments. Donc il y a 3 valeurs, 32,5, 42,5, 52,5. Pour faire la résistance d'un ciment, on fait une éprouvette, vous avez peut-être déjà fait ça en labo, c'est les éprouvettes, on appelle ça des 4-4-16, 4 de côté, 4 de hauteur, 16 cm de longueur. On les met sur 2 points, on appuie dessus, on mesure la résistance. En flexion, ça part de ces échantillons qu'on fait. Et en compression, on prend un élément et puis on le comprime. Et donc, 3 types de résistance, 32,5, 42,5, 52,5. Et puis mon ciment, il peut être L ou R. Okay. S'il est 52,5L, sa résistance est supérieure à 52,5, et comme il est lent, sa résistance à court terme est supérieure à 10, enfin 2 jours supérieure à 10. S'il était R, elle serait supérieure à 30. Alors comment on choisit ces ciments? Vous avez un pont à faire pour avoir des bonnes résistances. Vous avez intérêt à prendre un 52,5, ça permettra d'avoir des meilleures résistances au béton. Si il fait froid, vous avez intérêt à prendre un R rapide, ça va accélérer la résistance, et comme je vous ai dit, la chaleur les ralentit, donc ça va compenser. Et s'il fait chaud, par contre, vous avez intérêt à prendre un ciment 52,5L. Donc en fonction des périodes de l'année, sur un même ouvrage, on peut changer le ciment. En général, sur un chantier qui dure longtemps, il y a une formule d'été, dans laquelle en particulier on a des ciments de type L, et puis une formule d'hiver, dans laquelle on a plutôt des ciments de type R. Et la formule, elle évolue en fonction des conditions climatiques. Voilà, ça c'est la formule d'un ciment. Donc ça, c'est ce que vous avez décrit sur le sac, ou éventuellement sur le bon de livraison. Donc là, vous avez un CM2A, NL32,5, RCE, CP2NF. Donc tous ceux qui ont déjà fait du ciment, ils savent ce que ça veut dire. Il y en a un qui peut me le dire? Non? Vous avez oublié? Ce que ça veut dire, ça? Ouais, en voyant ça, on peut dire à quoi il sert globalement ce ciment. Pourquoi je l'utiliserai? Donc c'est un CM2. CM2, ça veut dire que c'est du clinker mélangé avec quelque chose. Ensuite, ici vous avez une lettre. Et dans la norme, ça vous dit si c'est A, c'est l'autre quelque chose, il est dans telle proportion. Si c'est un B, c'est un peu moins, etc. Ici, vous avez l'autre matériau qui est mélangé avec le clinker, qui est broyé avec le clinker. Là, en l'occurrence, c'est du calcaire, donc c'est L. Si ça avait été des pouzzolanes, ça aurait été Z. Si ça avait été des fumées de silice, ça aurait été D. Ensuite, vous avez la résistance de mon ciment, 32,5. C'est un ciment rapide, il est R. Il a la marque HCE parce que c'est obligatoire. Alors, en général, on peut s'arrêter là. Le cimentier en question, il a fait un ciment un peu plus particulier. Et là, en l'occurrence, il est CP2, c'est-à-dire qu'on peut en plus faire de la vraie contrainte. Et puis, comme c'est un cimentier français, il a dit je veux faire la qualité, il a la marque NF. Hein? Donc, si vous achetez un ciment qui vient de l'étranger, qui vient de Chine, en général, ça s'arrête là. Il est que CE. Si vous achetez un ciment en France, en plus, vous aurez l'appellation NF. Hein? Et donc, ce ciment, c'est quoi? C'est un ciment, un CM2, dans lequel on a mis du calcaire. Le calcaire, il n'apporte pas de résistance.
32,5 c'est le plus faible des résistances. Globalement, c'est le ciment le plus courant qui est utilisé pour faire la maçonnerie. Si vous avez des ouvrages à faire chez vous de maçonnerie, faire des murs, monter des parpaings, faire des bétons de 20 mégapascals, c'est le ciment le moins cher qui existe, qui est le plus couramment utilisé. Okay, si j'avais voulu faire un pont, j'aurais acheté un SEM 1, éventuellement ici avec la fumée de silice. La fumée de silice, c'est le maximum qu'on puisse mettre, l'idée, il aurait été 52,5R. Et là, je peux faire des bétons qui vont faire 40 ou 50 mégapascals. Les adjuvants, quelques mots. Dans tous les bétons maintenant, mes adjuvants, à quoi ils servent? Est-ce que vous savez à quoi sert un adjuvant? À modifier les caractéristiques, c'est écrit au tableau, à l'état frais ou à l'état durci. Quel était l'adjuvant qu'on utilisait, enfin que les Romains utilisaient? Est-ce que vous avez une idée de ce que les Romains ils mettaient dans le béton? Pas du sucre. Les Romains ils mettaient du sang de bœuf, des choses comme ça, des œufs, du blanc d'œuf, et ça apportait des caractéristiques à ce qu'était le béton à l'époque. Et ensuite, il y a 50 ans, quel était l'adjuvant le plus utilisé? Il a dit, vous l'avez peut-être dit hier. Bah oui, on va voir. L'adjuvant le plus utilisé il y a 50 ans. Le sucre. Et puis l'autre? Ouais. Alors le sucre à quoi ça sert? Le sucre, vous mettez du sucre dans du béton qui est frais. En faible dosage, hein, globalement vous mettez 1 kg dans une toupie, ça arrête la prise. Ça arrête la prise du béton pendant un certain nombre de jours. Donc c'est un adjuvant qui bloque la montée en résistance du béton. Pendant la guerre, les maquisards, quand les Allemands faisaient des blocos, ça faisait du se faire au Havre, hein, ils essayaient de mettre un peu de sucre dans le béton des Allemands dans leur toupie, et puis quand les Allemands, 2-3 jours après, ils décoffraient, ils se prenaient le béton sur la tronche, parce que ça n'avait pas pris. Quoi. Donc ça s'est utilisé juste un peu après la guerre. En fait, ce n'était pas du sucre, hein, c'était du jus de betterave qui était utilisé. Et puis depuis il y a des gens qui ont réfléchi là-dessus, qui ont fait de la chimie, c'est devenu un produit chimique. Aujourd'hui, on parle d'adjuvants de 5e ou de 6e génération. Il y a des gens qui travaillent sur les molécules, donc ils greffent des molécules, ils greffent des chaînes sur certaines molécules, et ils obtiennent des adjuvants très particuliers qui vont modifier ce qu'on appelle l'ouvrabilité. Donc l'ouvrabilité, c'est la proportion du béton à être plus ou moins maniable, plus ou moins fluide. Et donc on prend des plastifiants, du superplastifiant. Ça permet aussi de baisser la quantité en eau. Alors pour simplifier le fonctionnement d'un adjuvant, vous prenez du ciment, vous mélangez avec de l'eau, ça fait comme la farine, ça fait des humeaux. Et donc en mettant un superplastifiant, il a un effet électrostatique, il sépare les grains. Il sépare les grains de ciment. Et donc chaque grain, comme ça, est parfaitement hydraté par l'eau, et ça apporte comme ça des résistances maximales. Globalement, ça sert à ça. S'il fait froid, on met l'adjuvant pour accélérer la prise. Comme il fait froid, je dis que ça ralentit. Et pour accélérer le durcissement. Et puis s'il fait chaud, à l'inverse, on met un adjuvant pour retarder la prise. Donc ça, ces adjuvants, c'est le bétonnier qui les met en fonction des conditions climatiques. Hein, pour que ce soit adapté aux contraintes du chantier. Et puis si mon béton il doit résister au gel, je mets dans tous mes bétons, alors c'est pas vrai au Havre, c'est pas la peine, hein, mais c'est vrai dans tous les pays où il fait froid, on met un entraîneur d'air. Alors pourquoi on met ça? C'est que dans le béton, je vous dis, il y a de l'eau, et quand il gèle, l'eau qui est sous forme liquide, elle se transforme en glace. La glace, vous savez que ça a 10% de volume de plus que l'eau. C'est pour ça qu'il y a des icebergs. Hein, 10% de volume de plus. Et donc lorsque l'eau se transforme en glace, eh ben, ça crée des contraintes dans le béton, par gonflement. Et si cette contrainte elle est supérieure à la résistance en traction du béton, le béton il pète. Donc pour faire ça, on met dans le béton un entraîneur d'air. L'entraîneur d'air c'est quoi? C'est un adjuvant que l'on met, on en met très peu, hein, qui va faire dans le béton des petits trous de l'ordre du micron, qui sont tous connectés. Les micros, il y a une multitude de petits trous, très petits, très faibles en surface. Le total de tous ces trous, c'est à peu près 3% des trous. C'est connecté par des réseaux. Et l'eau, si elle veut geler, elle s'expanse dans les trous, mais en s'expansant dans les trous, elle ne crée pas de traction dans le béton. Okay? Et donc, si vous avez un béton qui doit résister au gel, entraîneur d'air obligatoire. Si vous voulez faire un béton qui résiste, qui est étanche à l'eau, beaucoup plus étanche à l'eau, on prend un hydrofuge de masse, par exemple. L'adjuvant historique autre que le sucre? Le sel. Ah oui, le sel. Si vous voulez accélérer là, béton, on met du sel. Comme la cuisine, on met du sel, ça accélère la prise. Alors le problème, c'est que si on met du sel dans le béton, les armatures elles rouillent. Donc ça se fait plus. Ça se fait plus. Il y en a conseillé, ça se faisait. Donc actuellement, il y a des fois, il y a des gens qui prennent du sable de mer, qui le lavent mal. Alors, après, ça rouille en 2-3 ans, les armatures roulent sans problème. Les granulats, on a vu tout à l'heure ce qu'étaient les granulats, le composant principal du béton, ils font l'objet d'une norme, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est la norme NF 12620, je ne rentre pas dans le détail, vous savez qu'il existe une norme sur les granulats. Autre chose, depuis tout à l'heure je vous dis qu'on fait du béton en mettant du ciment, du sable, des gravillons, de l'eau et des adjuvants.
De plus en plus, maintenant, on met des produits qui s'appellent des additions. Les additions, c'est les produits qu'on met en plus de tout ça pour améliorer les caractéristiques du béton. Et ces additions, elles sont normalisées. Et on retrouve les mêmes composants que ce qu'on a mis dans le ciment. Donc, parmi les additions, il y a du filaire, c'est du calcaire, il y a des fumées de silice, il y a des cendres volantes, il y a du laitier. Donc, tous ces matériaux, on les met dans le béton. Et on verra tout à l'heure, Agnès vous expliquera dans la norme, combien on peut en mettre en fonction de chaque classe d'exposition, et ce que ça apporte, et comment, dans certains cas, on peut les mettre en plus du ciment, ou dans certains cas, les remplacer une partie du ciment. Donc c'est des matériaux intéressants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les cendres volantes, ces petites billes, si on met ça dans le béton, ça fait un matériau qui est beaucoup plus maniable. Si on met de la fumée de silice, ça vient boucher les trous entre les grains de ciment. Donc on a un matériau beaucoup moins poreux, etc. Donc un avantage de ces additions. Classiquement aujourd'hui, quasiment dans tous les bétons, il y a un petit peu d'addition. L'eau, on ne fait pas du béton avec n'importe quoi, il faut de l'eau potable. L'eau du robinet est acceptée pour faire du béton. Et la norme dit, si des fois sur un chantier vous avez une source d'eau, la norme explique quels sont les critères que doit respecter cette eau pour faire du béton. Voilà. Les normes sur les constituants, il y en a peut-être une centaine. J'ai balayé toutes ces normes rapidement. Ensuite, si vous êtes en laboratoire, vous ferez des essais. En laboratoire, tout est normalisé. Si vous voulez faire la masse volumique d'un béton, c'est la partie 6 de cette norme-là. Tout est normalisé. Il y a des dizaines et des dizaines de normes. Chaque essai, chaque manière de réaliser l'essai est normalisée dans toutes ces normes, soit sur béton frais, soit sur béton durci. Tout ça est normalisé. En laboratoire, on a l'habitude de travailler avec ces normes. Donc, globalement, un ensemble de normes sur béton frais et durci. Vous allez apprendre à dimensionner les ouvrages. Je pense que vous allez avoir des cours de dimensionnement, et pour certains, vous avez peut-être déjà fait. Là, la même chose, les gens à Bruxelles se sont dit il y a 30 ans, maintenant qu'on a fait la libre circulation des produits, faisons en sorte que dans tous les pays d'Europe, on calcule de la même manière. Parce qu'avant, chaque pays avait ses règlements de calcul. Donc en France, on avait le BAEL pour le béton, et puis chaque pays avait ses règles, et puis chacun avait des règles complètement différentes. Et donc les gens ont dit, ça serait bien qu'on ait dans toute l'Europe toutes les mêmes règles de calcul. Tout ça, ça s'est traduit dans les eurocodes. Autre chose aussi, il a été dit que ce serait bien que tous les matériaux soient calculés avec les mêmes règles. Le béton était calculé aux états limites de service, état limite ultime, donc le summum en termes de dimensionnement. Ce n'était pas le cas de l'acier et du bois. Et donc, le but des eurocodes, c'est que tous les matériaux soient calculés avec les mêmes contraintes, les mêmes notions, etc. Donc, l'idée a été de faire des eurocodes. Les eurocodes, au total, aujourd'hui, c'est 5000 pages, c'est 58 normes qui expliquent à tous les gens qui veulent faire des ouvrages comment on conçoit les ouvrages, soit en béton, c'est la norme 1992, soit en acier, 93, soit mixte acier-béton, soit en bois, soit en maçonnerie, etc. Donc le principe, si un jour vous rentrez dans ce monde des eurocodes, si vous voulez calculer les règles du jeu, globalement les règles du jeu, vous allez lire les normes EN 1990, traduites en français NF EN 1990, plus l'annexe nationale française, parce qu'en France on est beaucoup plus pointilleux, donc on a fait une annexe très très précise. Donc là, en France, il faut lire la NF EN 1990 plus son annexe. Si vous voulez connaître les actions, c'est-à-dire le poids de la neige, les effets du vent, le poids des structures, etc., vous allez lire les normes EN 1991. Et puis si vous voulez faire un ouvrage en béton, c'est EN 1992, en acier 93, etc. Et puis pour les fondations, tout ce qui touche aux fondations, c'est 97, et le sismique, c'est 98. Voilà. Donc si vous voulez faire un ouvrage en béton, globalement, dans les 58, il faut apprendre à peu près à se servir de 20, la moitié, quasiment 20 normes, ce qui fait à peu près 2000 pages. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le premier règlement, c'était à peu près 30 pages. Maintenant, il va falloir que vous lisiez et vous essayez de comprendre 2000 pages de normes. Vous faites des ouvrages en béton. Donc ça s'est bien complexifié. J'ai une question là, monsieur. Ouais. Où est-ce qu'on peut se procurer les eurocodes? La FNOR qui les vend. Alors, c'est propre à la France. En France, les normes sont organisées par la FNOR, l'Association française de normalisation, qui les vend. Il y a d'autres pays où c'est gratuit. Il y a beaucoup de pays où c'est gratuit. Alors nous, on se bat pour que dans les écoles, ça soit gratuit pour les étudiants. Et ça fait des années qu'on se bat. Et donc, normalement ce qu'on a réussi à obtenir, c'est que l'établissement, l'université, paye pour l'ensemble des élèves, les étudiants, une certaine somme, et qui est l'équivalent d'1 euro par élève. Et dans ce cadre-là, les étudiants doivent avoir accès à toutes les normes. Mais ça se met en place petit à petit. Alors, je ne sais pas si ça existe ici. Je vais m'enseigner. Normalement, ça devrait marcher. Mais ça suffit. Il faut que l'établissement paye l'équivalent de nombre d'étudiants par un certain nombre d'euros. Voilà. Alors, mais si tu les veux, je les ai, quoi. Ceux qui vont me poser la question, si tu les veux, je peux te faire une photocopie, quoi. Mais c'est interdit. Les photocopies de normes sont interdites. Il faut savoir qu'il y a des gens qui se sont amusés à ça, ils ont fini en tôle ou ils ont fini avec une bonne amende. La FNOR, parce que même moi qui suis dans des groupes de normalisation, j'ai même pas au cadeau la norme définitive, quoi. J'ai que les documents de travail. Si je veux la voir, je dois la payer.
Et une norme, ça vaut, la norme ciment doit valoir 200 €, 300 €, la norme béton aussi, enfin c'est compliqué. Voilà. Alors, autre chose qui apparaît dans la norme qui est nouveau dans le contexte normatif, c'est qu'il est écrit dans l'Eurocode, tu as un bâtiment se calcule pour 50 ans et un pont se calcule pour 100 ans. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Et c'est nouveau, avant on ne se posait pas cette question. Et ça veut dire qu'au bout de 50 ans, mon ouvrage ne va pas s'écrouler, bien sûr, mais au bout de 50 ans, eh bien, il sera un peu corrodé, il sera un petit peu esquinté, etc. Donc il faudra faire l'entretien. Mais pendant 50 ans, on est tranquille, une simple maintenance permettra de faire vivre le bâtiment. Il y a 15 ans, on n'avait pas cette notion, et donc un maître d'ouvrage disait je veux un bâtiment. Ben, on lui disait un bâtiment, mais si c'est écoulé au bout de 10 ans, ou s'il y avait des problèmes, ben, c'était de la faute à personne, quoi. Alors que maintenant, les règlements expliquent comment on arrive à 50 ans, éventuellement comment on arrive à 100 ans, et pourquoi pas comment on arrive à 150 ans. Bon, si vous voulez en savoir plus sur l'Eurocode, j'ai commencé il y a 4 ans, on a constitué un groupe d'enseignants de BTS, d'IUT, d'écoles d'ingénieurs et universitaires. On était 40 et autour de la table et chacun s'est dit oh, je vais constituer une partie du cours. C'était à l'époque on passait du BEL, l'ancien règlement, à l'Eurocode. Et donc on a commencé à mettre au point un site, qui est un site qu'on voulait être un site de d'e-learning, c'est-à-dire de formation à distance par Internet, et gratuit. Donc on a travaillé là-dessus. On a fait beaucoup de choses. On a fait l'équivalent d'un... L'idée, c'était de... C'est accessible à tous les étudiants gratuitement. Je suis débutant. Débutant, on appelait ça globalement BTS. Il est reparti. Je suis en IUT ou école d'ingénieur ou en université, ben je suis intermédiaire. Et puis je suis dans une entreprise, je suis confirmé. Donc on t'apprend là-dessus. On n'a pas le même niveau de formation. Et ensuite, donc, on avait un cours, l'équivalent d'un cours dans une école d'ingénieur, par exemple, dans 60 heures de cours, des applications, des exercices. Et puis un projet. Un projet, c'était un bâtiment de 10 étages qui peut être dimensionné dans son ensemble. Alors on a commencé à faire ça, on y a passé beaucoup de temps. Pour l'instant, on a ça. Le cours, il existe en ligne pour une version intermédiaire. Et puis, avec le fil du temps, on a tous fait autre chose et on a laissé tomber, mais ça existe au moins. Ça, c'est gratuit. Donc si vous allez taper www.cortex, vous aurez l'équivalent d'un cours sur le béton armé avec des tableaux, avec des accès aux normes, il y a pas mal de choses dessus, avec des schémas, des croquis, un truc relativement bien fait. On a travaillé là-dessus il y a 5 ans, on a travaillé pendant 2 ans, et puis il y a un problème de financement aussi, on a arrêté là, mais un jour on ne désespère pas d'y arriver et de continuer. Donc bien Cortex. Donc les normes sur le dimensionnement, on a vu les Eurocodes. Ensuite, il existe en France des choses beaucoup plus précises. Je vous ai dit qu'en France, on est très exigeant sur le béton, on est les meilleurs, on a donc les plus exigeants. Donc il y a des recommandations pour la durabilité des bétons soumis au gel, dans lequel apparaît, et maintenant ça apparaît dans la norme, la classe de gel. Tout à l'heure, je vous ai dit gel faible, etc. Il y a une carte qui explique ça. Il y a une carte aussi qui explique les niveaux de salage. Donc on voit par exemple qu'au Havre, on est dans une zone à très faible salage, et puis on était dans une zone à très faible gel, etc. Donc ça permet de choisir les bétons et leur résistance au gel. L'alcali réaction, je ne vais pas en parler. La réaction sulfatique interne, je ne vais pas en parler, mais s'il faut, je reviendrai en parler une autre fois. C'est un peu plus compliqué, parce que vous parlez de toute la pathologie du béton pour arriver là. En tout cas, il y a des choses qui existent. Je vais rapidement là-dessus. La préfa. Agnès vend du béton prêt à l'emploi, et puis je vous l'ai dit, il y a 20% du ciment qui sert à faire des éléments en béton. Dans les éléments en béton, le plus connu, c'est le parpaing, mais on peut faire aussi des clôtures, on peut faire des traverses de chemin de fer, on peut faire des tuyaux, et tous ces produits font l'objet de normes. Les séparateurs à graisse, par exemple en béton, ils font l'objet de la norme NFEN 1825. Dans cette norme, il y a tout ce qu'il faut pour le fabriquer, et chacune, bien sûr, a son annexe nationale. Et puis on peut faire en béton des poutres, des dalles alvéolées comme il y a là, des poteaux, des mâts d'électricité, etc. Tous ces produits sont faits dans des usines, amenés sur le chantier et assemblés sur les chantiers, et tous, bien sûr, font l'objet d'une norme. Et donc derrière, comme c'est des produits fabriqués en usine, le marquage HE. Et certains industriels ont en plus la marque NF. Voilà, donc la préfa est là. Au milieu de tout ça, en plus de tout ça, il y a une norme sur la mise en œuvre. Donc c'est la norme NFEN 13110 qui est sortie il y a 2-3 ans, qui explique comment on fait du béton, comment il faut vibrer, comment il faut curer, qu'est-ce qu'on fait quand il fait chaud, qu'est-ce qu'on fait quand il fait froid, comment on choisit le ciment, etc. Donc, je vais rapidement là-dessus, sachez qu'elle existe. Dans la collection Ciméton, j'ai fait un résumé de 8 pages de cette norme. C'est ce document qui explique l'exécution du ouvrage en béton, comment il faut faire. Donc, c'est téléchargeable, bien sûr, gratuitement. Au milieu de tout ça, il y a la norme béton, et là, c'est Agnès qui va vous la parler. Après la pause, vous parlera de cette norme béton. Donc je vais rapidement. Et puis voilà l'ensemble des normes. Petit à petit, on en rajoute d'autres. Tout ça, c'est cohérent.
tout ça c'est cohérent, donc des normes sur les constituants, des normes sur le béton, des normes sur les produits, des normes d'exécution, tout ça est courant. Alors ça vous paraît simple la présentation là, mais il y a 20 ans ça n'existait pas. Chaque norme faisait un petit peu tout, c'était un mélange de tout dans toutes les normes. Maintenant on a quelque chose, un outil complètement cohérent, et ce qui fait que maintenant quand il arrive une nouvelle norme, ben, on sait où l'introduire, on sait comment l'introduire, on sait comment la faire interagir avec les autres. Tout ça bien sûr c'est relié. Et si par exemple je suis dans une centrale à béton, j'ai besoin de savoir ça pour faire du béton. Si je suis dans un bureau d'études, j'ai besoin d'avoir ça, mais j'ai besoin aussi des autres éléments. Si je suis sur un chantier, j'ai besoin des normes d'exécution, mais derrière en corrélation, j'ai besoin de connaître toutes les autres normes. Donc tout ça est complètement cohérent. Au total, je ne sais pas, je n'ai jamais compté, mais c'est plusieurs centaines de normes, peut-être 300-400 qui sont cachées derrière tout ça. Et que si vous êtes maître d'œuvre, vous devez plus ou moins connaître. Si vous êtes dans l'entreprise, vous n'avez pas forcément besoin de tout connaître, mais au moins savoir que ça existe. Voilà. Petite pause, 10 minutes. 15 10. C'est encore moins cher. J'ai besoin de certains restent dans nos rangs, donc si c'est possible pour que personne ne rentre et pique nos affaires, jeter un coup d'œil. Ouais, vous dites oui, pas très bien. Toquez pas de chambre. Non, vous pouvez pas sortir par là.